Moi, je trouve pas ça vilain. Qu'est-ce qu'il y aurait de vilain? C'est toi qui es vilain. Faut être vilain soi-même pour trouver tout vilain. Indépendant. Alternatif. Culte. Fou. Rare. Inconnu. Étrange. Inclassable. Provoquant. Incompris. Tout l'album a un son très épuré. Il y a un éclat qui montre leur grand professionnalisme. C'est ça qui donne aux chansons la force des tubes. Plus étrange que le paradis. C'est l'émission qui déterre des trésors. Et parfois quelques cadavres. Tu dois jamais critiquer les films. C'est la politique de la maison. Tu veux appliquer tes propres règles? Ouvre ton propre ciné. Salut à tous, c'est le PEQLP Gang qui est de retour pour sa 56e émission. Le concept reste inchangé, on est là pour vous faire du bien aux oreilles et aux yeux et ça se déroule en général en 4 parties avec 4 copains. On est là ce soir pour parler musique et cinéma. On va commencer avec Elise Fischer. Non, on va commencer avec Denis D2G, du coup je suis perdu. Ça va Denis? Ouais, ça va. Tu vas nous parler. Ouais, donc 4 copains au début de l'émission et puis après combien en restera-t-il à la fin? C'est ça. Alors, bonjour à tous. Moi je vais vous parler de Lena Platonos, considérée comme la mère de la musique électronique grecque avec son album qui s'appelle Galop, sorti en 85. Et tu vas peut-être nous prouver qu'on peut aller trop loin dans le digging musical. Deuxième partie de l'émission avec Elise Fischer. Désolé, ça va Elise? Très bien. Je vais parler un peu de film pour une fois. Pour une fois, tu nous parles ciné. ciné. Depuis au moins 4 ans, je pense. Ouais. Je vais parler d'une réalisatrice, puisque je reste dans ma thématique Girl Power, parce qu'on est les meilleurs. Bah ouais, mais t'as raison. Avec un film iranien de Anna Makhmalbaf qui s'appelle Le Cahier et qui est sorti en 2007. Un nom un peu... le nom français est pas ouf. En anglais, ça s'appelle... Buddha Collapsed Out of Shame. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Plus parlant. Qui veut dire Bouddha a explosé de honte. Voilà. En gros. Et il a explosé tout court d'ailleurs. Littéralement. Ouais, justement, c'était le but. Bref, on y reviendra. Troisième partie, ce sera pour moi. On parlera de Ulver, un groupe norvégien, et de leur album sorti en 2018, The Assassination of Julius Caesar. Un truc un petit peu synthwave. Moi, je me lance dans la synthwave. Il n'y a donc pas de limite. Ouais, avec un t-shirt Cult of Occult. Mais tu verras que dans la chronique, il n'y a vraiment aucune limite de genre. Et puis, on viendra clore cette émission avec toi, Julien Jabat. Salut. Bonsoir Loïc, bonsoir tout le monde. Un petit peu d'Asie, comme tu aimes bien nous en offrir régulièrement. Exactement, on va vous envoyer un petit voyage en Chine, la campagne chinoise, à la rencontre de Qiuju, une femme chinoise, un film de Zhang Yimou qui date de 1992. Et très bien, voilà un programme joliment déroulé. On a une petite thématique qui se dessine côté très féminine et en même temps très cinéma-réalité. On est sur 2 films qui vont se répondre, on verra ça ensemble. Mais pour l'instant, je laisse la parole à mon grand regret à Denis D2G. Aïe. Oh, tu peux parler, t'es le premier à faire des remarques désobligeantes avant même le début des chroniques. Et je ne me gênerai pas lors de cette émission. Alors, Lena Platonos, deuxième album, Galop, sorti en 85, album que j'ai découvert il y a 2 ans, que je trouvais sympathique en l'écoutant, puis j'en étais resté là. Et lors d'un DJ set de Board of Canada, Société X-Tape, sorti sur NTS Radio. Donc, il faut savoir que tout le label Très Warp... bonne radio, NTS Radio. Voilà. Tout le label Warp a pris NTS Radio un week-end fin de l'année dernière et ils ont fait des DJ sets tout le temps. Donc trouver Board of Canada en DJ set, c'est assez rare. Donc le DJ set est exceptionnel et il reprenait une chanson de l'album et immédiatement je l'ai reconnu, je me dis et ça allait vraiment bien dans l'ambiance qu'il posait. Je suis retourné dans cet album et je me dis c'est quand même un sacré morceau, faut que j'en parle. Donc album entièrement composé par Lena Platonos. Donc Lena Platonos qui est née en 1951, qui a commencé à jouer du piano à 2 ans. Son père était premier pianiste à l'Opéra National de Grèce. À 12 ans, elle gagne ses premiers prix. À 18 ans, elle devient professionnelle. Elle gagne des bourses d'études pour aller à l'étranger et elle commence à voyager à l'international. Fin des années 60, quand on voyage à l'étranger, qui est-ce qu'on rencontre en premier ?
Lena Platonos. Non, pas J'ai tout. le mec qui a pas suivi. Des hippies. Ah, des hippies. Des Oui, oui, hippies qui voyagent, voilà, des hippies. Et là, c'est un peu le bouleversement pour la jeune Lena qui découvre la philosophie peace and love et tout ce qui va avec. D'autres formes musicales, le rock, le jazz, les musiques orientales, enfin tout. Elle rentre en Grèce, toute chamboulée. Et surtout qu'à son retour, elle arrive en pleine dictature des militaires. Voilà, donc les colonels grecs qui ont pris le pouvoir et ça a été sanglant. Elle décide d'arrêter sa carrière classique et de partir sur d'autres horizons. Elle retourne en voyage, elle vit un peu à Berlin et voilà. Elle se met aussi à la peinture. Fin des années 70, elle devient célèbre en retournant à la musique et en composant des chansons pour enfants dans une émission qui a marqué, mais vraiment marqué, une émission radio qui s'appelait Lilliput Oli. Et quand je dis qu'il a marqué les esprits, je vous expliquerai ce que ça a entraîné derrière. En 80, elle compose Sabotage, le premier disque pop grec seulement fait avec boîte à rythme et synthé. Rien à voir avec les Beastie Boys. C'est vraiment particulier. Black Sabbath non plus. Ah non, on est pas sur le même genre voilà. de sabotage. 84, son premier album, Sun Mask, et en 85, Gallop, l'album qui nous intéresse. Alors, les deux choses qui surprennent en premier lieu, en tout cas qui m'ont surpris en premier lieu, parce que je ne sais pas si tout le monde a été surpris de la même manière, c'était la qualité de la production. C'est-à-dire Platonos s'est habitué à enregistrer dans des studios pro avec des ingés, ce qu'elle a fait, elle a bossé sur la pub et tout, donc une qualité de production qui est assez étonnante pour quelqu'un qui faisait tout seul et voilà. Donc première chose. Ensuite, la place de la voix dans les chansons. Donc voix qui peut être susurrée ou qui peut partir dans des envolées, faire du spoken word ou tenir une mélodie totalement entêtante. La voix de Platonos, c'est quelque chose sur lequel tout s'articule autour. Et ça, c'est assez chouette. Elle ne pose pas sa voix sur la musique, mais la musique est au service de sa voix et des histoires qu'elle rencontre. Donc ça, c'est important parce que on est sur des histoires qui sont un peu contines. On sent qu'elle nous raconte une histoire. On sent qu'elle répète les mots plusieurs fois. Donc même si on comprend rien, parce que je pense qu'une grande partie de la table ne comprend rien en grec. Non, voilà. mais il y a des chansons qui sont en espagnol. Elle prend des mots autres que des mots grecs. Peut-être qu'à un moment il y a des mots espagnols. À un moment elle parle d'albanais, donc elle va prendre des mots albanais aussi. Elle parle de roumain, je crois, à un moment aussi, non ? Voilà, elle est vraiment sur des choses. Voilà. Donc c'est en effet, et chaque fois elle est donc. Cette chronique m'échappe. Donc, il faut savoir que ces textes sont très réputés en Grèce, qu'elle est toujours sur des mots très simples, des mots enfantins. C'est souvent elle apporte la réalité des relations, le quotidien, et de manière totalement surréaliste, et qu'elle amène autre chose dans les histoires qu'elle raconte. Il faut savoir qu'en 85, elle abordait aussi déjà l'aliénation face aux outils numériques. On n'en parlait pas beaucoup, et déjà, elle pressentait qu'il allait se passer des choses, et elle en parle. Donc l'album a son petit succès, mais Lena Platonos disparaît fin des années 80. Elle passe une partie des années 80 en HP suite à une sévère dépression, suite à la mort de son père, si j'ai bien compris. Et elle revient fin des années 90 avec des collaborations, est redécouverte à partir des années 2000 par la scène électronique grecque, et c'est amusant de dire les DJ ou les mecs qui ont commencé à faire de l'électro, qui revenaient à cet album et qui se rappelaient les comptines qui chantaient fin des années 70 qu'elle avait composées et qui étaient de véritables succès. Donc il y a vraiment une espèce de boucle qui s'est fait. Et en 2015, le label californien Dark Entries Records, qui est spécialisé dans la réédition des trucs un peu obscurs, un peu underground, électro des années 80, réédite ces deux albums, dont Gallop, et c'est à cette occasion, moi, que j'ai redécouvert la première fois l'album de Platonos. Et là, c'est le début de la reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme reconnaissance pour un album comme cela ? Eh bien, on peut dire qu'à partir du moment où on se sert de bande-son au défilé Dior printemps-été 2016, c'est pas mal en termes de reconnaissance. On peut en parler. Ouais. En tout cas, c'est ce qui lui est arrivé. Bref, en écoutant Gallop, on a l'album d'une pionnière de l'électro. Et pour conclure, je vais reprendre les mots d'Éric Dahan, qui en 2008 dans Libération présentait Lena Platonos comme l'impossible chaînon manquant entre le dramatisme de Gréco et de Barbara, la pop dérangée de Laurie Anderson et Scott Walter, Nico, Björk, la dance, la techno et Massive Attack. Alors, est-ce que ça vous a fait le même effet ? Je n'en suis pas si sûr. Dur. On va en discuter après s'être écouté un petit extrait le plus court possible.
Alors non, c'est pas. Non, c'est Non suite 12 minutes que j'ai mis. Ah, ouais. Axel, Donc, tu me... Hein merci. On va écouter Emptiness Skies Apostasie. Voilà. Et quel album qui était mis dans le mix de Board of Canada. Et on revient vite, promis. Στις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά. Τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά. Γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού. Ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να αγγίξουν τον αρχικό πόνο, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν τη χαρά. Το λέω ξανά. Στις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά. Τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά. Γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού. Ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Τότε μόνο ξαφνικά και ορμητικά έρχεται η επιβίωση και με βάζει σε αναγκαστική απογείωση, σε ταχύτητα αμυντική, σχεδόν φωτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηριδισμού. Κι έτσι σε βλέπω, φίλε, αιμάτινη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπαίκτη στην ίδια συγχορδία μαζί με μας, επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της Ιδονής. Voilà, Lena Platonos avec le morceau Ematinskaya Apostasie, ouais. J'y arrive. T'as vu, je fais un effort. Ouais, c'est bien. Allez, vas-y. Je suis sympa. Dis-nous tout. C'est moi qui commence. Ah bah oui. Ah ouais. Bah alors, il faut que je te remercie. Merci Denis d'avoir mis une bande son sur l'enfer tel que je le conçois. La souffrance absolue de cet album. Il y a du spoken word, il y a des boîtes à rythme, il y a des sons d'orgue religieux, il y a tout ce que je hais le plus sur terre réuni dans un album. Vraiment, et la présentation que tu en as faite était très bien, c'était très intéressant. Et telle que tu la présentes, je la vois un peu comme une Brigitte Fontaine grecque en plus enfantin, en moins. Ouais, moins voilà, trash. mais avec le côté vraiment folle, un peu drogué, quoi. Voilà. Ouais, elle est. Ouais. Et certainement que son personnage est intéressant, certainement que ses paroles le sont. J'ai pas la chance de parler grec, mais musicalement, c'est chaud, frère. Non, c'est bien c'est foutu, très très chaud. c'est Et se pose réellement pour moi la question de ces labels qui vont diguer et ressortir des trucs. À un moment, il faut que ça cesse. Je veux dire, on peut pas juste enlever la poussière d'un vinyle ou d'un master qu'on a trouvé dans les caves d'un studio
et en faire la nouvelle hype, quoi. C'est chaud, ça n'a plus de sens. Le truc était, l'enthousiasme autour de sa musique était reparti bien avant que Dark Country Records ressorte en 2015, c'est-à-dire qu'on était dessus, voilà. Il y a un documentaire qui avait été fait déjà sur les Naplatonos où on parlait de ses albums. Enfin, c'est pas que lié à cette ressortie, on est vraiment sur un personnage qui a marqué, et moi je trouve que cette musique sortie en 85, quand tu écoutes ce qui était fait à l'électro, en électro en 85, pour moi je peux pas, quoi. Non, là je trouve qu'il y a une âme, qu'il y a quelque chose, qui passe. Recontextualiser les choses, effectivement, c'est important. Moi je le juge après comme objet maintenant à un instant T. Est-ce que c'est plaisir, est-ce que c'est pas plaisir? C'est clairement pas plaisir. Et en plus, ce que tu as dit à propos du fait que tout s'articule autour de sa voix et tout, je suis pas du tout d'accord. Moi, c'est les morceaux que je trouve les moins consistants. Dès que sa voix rentre, ça casse, ça démolit tout. Mais justement, c'est ça, c'est flottant et ça se met autour, c'est ça qui est beau. Moi, je trouve qu'aucun son ne va avec rien, quoi. C'est du mauvais goût. Tu sais, tu rentres quelqu'un et la déco, ça mélange, tu vois, des trucs empaillés avec des meubles Ikea, quoi. Ça ne va pas ensemble. Les boîtes à rythme, les sons comme ça, un peu baroques, et cette voix monocorde et chiante, ça ne va pas ensemble. Elle est posée, c'est et l'enfer. apaisante. C'est l'enfer. Fuyez. Elle est totalement apaisante. N'y allez pas. Et non, mais évidemment, je partage pas. Évidemment. Voilà. Non, on va demander à nos acolytes. Juste vraiment pour revenir, c'était important le préambule que j'ai fait en expliquant que cet album, je l'avais découvert, je trouvais bien, mais sans plus. Et le fait de le retrouver dans un mix de Board of Canada, de le resituer dans un univers et de ce qu'elle a pu inspirer, ce que ça donne, j'y suis retourné et j'ai encore eu une autre approche. Peut-être que dans 2 ans, tu auras une autre approche. Mais c'est ça qu'il faut entendre. Bien sûr, on garde l'esprit ouvert malgré tout. J'ai peut-être pas accédé à ce stade de sagesse que tu as toi. Mais peut-être un jour, je ne désespère pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est non. C'est un gros non. Moi, je me suis posé la question, pourquoi Denis J? Pourquoi moi je me suis rappelé, tu vois, sur certains sons, je me suis revu jouer à la PlayStation mais en Grèce, tu vois, les époques, tu vois, où tu avais dû jouer à Wipeout et Destruction Derby, mais tu sais, la version lente du jeu. Et, sous lithium, ouais. Sous lithium, voilà, ouais, tu te dis, bon, voilà, après, ça reste, comme tu le soulignais, là, aujourd'hui, là, je pense que pour l'époque, si tu replaces, bon, effectivement, ça date de 85. Oui, c'était certainement innovant. Certes. Pour l'époque, voilà. Année, j'imagine, hein, voilà, tu dois pas du tout être né en 80. Du tout. Non, mais non, mais après, voilà, si tu replaces, il y a... t'es peut-être pas sur l'épaisseur, tu vois, d'oxygène, mais c'est ce qui se faisait sur l'époque. Mais voilà, aujourd'hui, c'est... Surtout que même si tu essaies de passer la barrière de la langue, je suis d'accord avec toi quand même sur une partie où tu dis il y a la voix, moi elle a une voix, alors qu'elle se mette sur ses disques, sur tout cet arrangement, c'est peut-être moins bon, mais il y a une profondeur dans sa voix, effectivement, tu vois, un petit peu une profondeur de voix à la Luz Casal. Moi j'ai ressenti ça, si tu veux. Après, ça colle pas. Moi, je vois pas la fusion des deux. C'est vrai que ça a pas pris, par contre. Moi, justement, c'est ce que j'ai aimé, c'est que ce son froid qui à la base ne m'intéresse pas, hein, son des années 80, voilà, et avec cette voix chaude qui arrive dessus, qui se pose et qui s'entend. Mais vraiment, je l'ai vécu comme ça. Cette articulation et comment. Pour moi, ça arrive à sublimer des instrus qui, à la base, avec des sons qui sont pas forcément intéressants. Les lignes de basse, je les trouve bien foutues. Là, les lignes de basse qu'on a dans le morceau qu'on a mis est vraiment bien foutues. Et voilà, donc en tout cas, voilà. Allez, Élise Fischer, un petit mot. Alors, c'est très rapide. Alors, en général, quand je prépare les émissions, je laisse du temps passer, macérer un peu, digérer tout ce que j'ai vu et écouté. Et genre 2 heures avant de venir, je prends une feuille et j'écris dessus ce que j'en pense. Et là, j'ai mis un point d'interrogation parce que j'arrive pas à savoir ce que j'en pense. La première écoute, j'ai fait ouais. La deuxième, ça allait un peu mieux. Et la troisième, ça allait encore un peu mieux. Après, c'est un peu le truc que t'écoutes en fond sonore et qui passe bien. Enfin, ça va, ça passe. Mais que j'ai pas envie de creuser plus que ça. Voilà, c'est un truc de lounge gentil. Notre dissident. Même pas ça, lounge, parce que lounge, je sais pas. c'est agréable.
Bah, tu vois, cette chanson, cette chanson-là, je la vois bien dans un bar à cocktail, tu vois, à la con, et donc ça passe en fond sonore, mais tu vois, j'ai pas le truc que t'as envie de. Ouais, oui. Mais bon. Mais en tout cas, tu as une courbe ascendante sur le côté que tu apprécies. Enfin, c'est important de noter ça. Après, tu vois, je retiens toujours pas ça, mais tu noteras qu'on part de bas quand même dans la courbe. L'ascension, voilà, est peut-être pas. Surtout, j'ai toujours pas retenu son nom, donc. C'est peut-être pas le Kilimanjaro. Galope, on retient juste que ça galope. Ça galope, ouais. Pas tant. C'est pas quelle vitesse, mais ça galope. Ouais. Vous, chez vous, vous avez peut-être eu l'occasion de tomber sur un album de Lena Platonos, peut-être l'album Galope sorti en 85. Peut-être que vous en pensez du bien. Peut-être que vous avez le droit, on est dans un pays libre. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires sur Facebook ou sur YouTube. En attendant, moi... Pourquoi t'as écrit « Je vais te tuer » Loïc là. Voilà. Moi, je passerai très rapidement à la prochaine rubrique, hein, histoire qu'on reste bons copains. Ça marche. Et la prochaine rubrique, c'est Elise Fischer qui s'y colle, c'est pour parler cinéma et cinéma iranien. Iranien, donc sans transition avec la Grèce, hein, on continue dans la chaleur. Encore que, on est méditerranéen ce Exactement. soir. Et encore avec une femme, donc du coup, avec Anna Makhmalbaf. Alors excusez-moi pour la prononciation des noms ce soir, hein, ça va pas être très facile pour moi. Donc c'est une réalisatrice iranienne qui est fille d'eux. Après peut-être moi je les connaissais pas parce que j'ai pas une culture cinématographique très évoluée, mais donc la fille du réalisateur Mohsen Makhmalbaf et de la réalisatrice Marzieh Meshkini, donc une enfant de la balle. Qui a commencé à réaliser son premier court-métrage à l'âge de 9 ans quand même, donc c'est pas mal. Pas mal. Et Le Cahier, donc le film que je présente ce soir, du coup, est sorti alors qu'elle avait même pas 20 ans, la petite. 19 ans, ouais. Donc moi, à 19 ans, je sais pas ce que vous faisiez. Enfin, perso, je faisais pas des films comme ça. Hein. Je faisais des films d'horreur avec des potes. Sur Windows Media, ouais. Et donc ce film la propulse un peu sur le devant de la scène, hein, gentiment, parce que ça reste un film indépendant. Mais il a eu un très bon succès dans certains festivals de cinéma. Il a obtenu plusieurs prix, dont le prix du meilleur long métrage Fenêtre sur le monde lors du festival de cinéma africain, d'Asie et d'Amérique latine de Milan. Et l'Ours de cristal au festival de Berlin quand même. Ce qui est pas joli, rien. Ouais. Donc après le Cahier, elle s'attelle à un autre projet, Green Days. Rien à voir avec le groupe américain, évidemment, qui a été présenté en 2009 à la Mostra de Venise. Ce film est encore un film engagé, hein, parce que je ne l'ai pas dit, mais le Cahier, étant donné qu'il s'appelle Buddha Collapsed Out of Shame, on peut se douter qu'il y a un petit sous-titre un propos politique engagé, voilà, exactement. Ce film-là, du coup, Green Days revient sur l'élection présidentielle iranienne et rappelle la condition de la femme dans ce pays. Bizarrement, la famille Makhmalbaf quitte l'Iran juste après la sortie du film, donc je sais que ça n'a pas dû bien passer dans le coin. Après ça, Anna continue le cinéma, du coup, mais en famille. Et elle participe au long métrage de son père, Le Président, sorti en 2015. Elle annonce ensuite un nouveau film, mais j'ai pas réussi à le trouver nulle part, ni de données sur la question. J'ai pas vraiment fouillé non plus en profondeur, mais alors, soit il est pas sorti, soit il est vraiment resté très confidentiel. Du coup, Le Cahier, venons-en un peu au fait. C'est quoi ce cahier ? Le Cahier, pour faire très court, c'est l'histoire d'une petite Afghane, Bakhté, qui veut aller à l'école parce qu'elle veut qu'on lui raconte des histoires. Drôle. Voilà. Donc, une petite envie de rêver pour la petite. Pour aller à l'école, malheureusement, il lui faut un cahier, quand même, c'est un peu le minimum. Sa mère n'étant pas là, du coup, elle décide de vendre des œufs pour pouvoir se payer ce fameux cahier et aller à l'école des filles. Mais tout ne se passera pas comme prévu. Voilà. Je tease un peu, mais il va se passer plein de choses en 1h15 de film, donc c'est quand même assez court. Très court, ouais. Et pourtant, pour moi, c'est un film assez hypnotisant et qui me donne l'impression de passer plus de temps devant l'écran, ce qui est assez étrange. Je trouve que Makhmalbaf arrive vraiment bien à accrocher le spectateur qui a envie de savoir si Bakhté va finalement réussir à aller à l'école, vu toutes les embûches qu'elle a sur la route. Les plans en termes de cinéma, je trouve qu'ils ils peuvent paraître peut-être un peu scolaires, j'en sais rien. Pour moi, je les trouve assez chouettes, notamment les mains de Bakhté levées vers le ciel en implorant Allah qu'elle veut vraiment aller à l'école et c'est moi y aller, etc. C'est très touchant. Personnellement, je trouve ça vraiment très très chouette. En plus, là, je trouve que la jeune actrice qui doit avoir 6-7 ans à l'époque. On est sur un cas de mignonnerie. Oh là là, choupinette. Voilà. Et donc, elle rajoute en plus une intensité à la situation qui est vraiment très touchante. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, tous les acteurs ont été castés sur place, ne sont pas vraiment des acteurs. C'est des amateurs. Ouais. C'est des petits enfants qui étaient dans le coin et qui jouent vraiment. Voilà, c'est très naturel, très très chouette.
Un autre point fort pour moi du film, c'est donc tout ce symbolisme qui insiste sur l'impact de la guerre sur les enfants et comment il reproduit cette violence. Au-delà de ça, je me suis posé la question si c'était pas... vous pouvez pas voir plus loin finalement que ces enfants qui jouent à leur jeu un peu dangereux, à mimer un peu ce que font les adultes, si finalement c'était pas juste une représentation des adultes même par derrière. Autre symbole qui est assez chouette aussi, c'est le rouge à lèvres que Bacté utilise veut utiliser pour écrire dans son cahier parce qu'elle n'a pas de stylo, elle n'a pas les moyens de se payer un stylo parce qu'on a cassé ses œufs. Et je spoil un peu l'histoire, mais c'était triste quand même. Putain, cette scène des œufs. 5 roupies l'œuf. Bah oui, parce qu'il faut 20 roupies pour avoir un cahier, un crayon et une gomme. Et un taille-crayon. Et voilà, une taille-crayon. Voilà, exactement. Donc ça rappelle donc quand même revenons un peu à un petit côté sérieux quand même ici ce soir. Le rouge à lèvres quand même rappelle la condition un peu de la femme dans ces sociétés. Donc bref, en 1h15 de film, il se passe pas mal de choses. Le cahier pour moi est un témoignage vraiment nécessaire pour nos sociétés, pour rappeler l'importance de l'école d'un côté et pour sensibiliser sur le quotidien des populations en proie à la guerre d'un autre côté. Donc pour moi c'est vraiment un film fort et riche et que je vous conseille tous. Oui. Voilà. Et pour l'illustrer, j'ai pris alors dans le film, il y a vraiment que 40 secondes de musique à chaque fois, mais qui reviennent un peu tout le temps. Et c'est les 40 secondes qui sont en intro du morceau qui va démarrer. Ça s'appelle Persian Rhythm and Shams Tabrizi de Tolipkon Shakili. Et encore une fois, désolé pour les noms écorchés. J'aurais pas fait mieux. Et alors on va s'écouter ça tout de suite.
Persian Rhythm and Shams Tabrizi sur la BO du cahier dont on parle. Le cahier sorti en, rappelle-moi, 2007. Merci beaucoup. Petit tour de table, Julien, est-ce que tu veux nous donner ton avis pour commencer ? Oui, bah écoute, alors on en parlait un petit peu, c'est vrai que c'est un film, tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de budget, mais ça enlève rien au propos du film, parce que je trouve qu'on a... c'est même la nature de son propos. Bah oui, et c'est là où justement le film prend sa force, c'est d'aborder une situation chaotique via le prisme de l'enfance, je trouve. C'est vrai que c'est beau, l'allégorie fonctionne, parce qu'en fait on suit cette petite fille qui veut juste aller à l'école, quoi. Et moi ça m'a rappelé une série documentaire qui était passée sur France 5, c'était Les chemins de l'école, je sais pas si vous avez sur Les chemins de l'école, je sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir. Les gamins qui marchent 30 km par jour pour aller à l'école. C'est ça, où tu sens où ils traversent la jungle, où ils prennent le bateau pendant 1 à 2 heures, et ça m'avait rappelé, il me semble que c'est sorti un peu, je crois que ça devait être au même moment, et où ça t'aborde, voilà, tu te dis, t'en as juste nous, des choses qui peuvent sembler essentielles, tu vois, t'en as qui doivent se battre dans la petite Bhakti, moi j'ai plus compris qu'elle s'appelait Bhakti, et elle est confrontée à la guerre, la pauvreté, la violence, dans un pays qui est laissé en proie aux factions armées, ou à l'époque c'était les Américains qui étaient aussi là-bas, après 2001, donc là voilà, on y est. Il y a plusieurs scènes dans le film qui sont pleines de sens, où on voit des enfants qui vont vraiment peut-être chercher à mimer des comportements qu'ils ont vus dans les adultes. Je pense qu'effectivement c'est plus à découvrir, parce que le film est pas long, comme tu disais, on est même pas à 1h15, 1h20, même pas 1h15. 1h15, ouais. Mais c'est ce que tu disais à propos de l'allégorie, justement, c'est hyper intelligent quand t'as pas de budget, de prendre 4 gamins, des bouts de bois, et de refaire la guerre. Du coup la portée elle est incroyable. C'est crevant de sens pour moi, c'est vrai que là, cette partie-là, on pourra peut-être en parler, mais voilà, peut-être. Puisqu'on parle de ce manque de budget, il y a un truc sur lequel moi je veux appuyer, c'est que t'as pas trop parlé des images, mais bon, c'est filmé en caméra DV, ou c'est vraiment des images de type reportage de mauvaise qualité, et pourtant c'est un vrai film de cinéma. C'est ça qui est ouf, c'est que c'est fait vraiment sans optique, sans matériel de qualité, sans pellicule ou sans gros capteur, enfin voilà. Et t'as des images qui sont super belles juste parce qu'elles sont précieuses, tu vois, le petit bateau en papier qui vogue sur l'eau et qu'on va suivre pendant presque 2 minutes, tu vois, d'un plan qui arrive à le suivre sur l'eau, ou quand elle traverse les champs et qu'il y a les paysans qui battent la paille, et il y a des vrais beaux plans de cinéma sans moyens techniques, et ça c'est super impressionnant en fait d'en arriver à cette qualité. Les gros plans. Et les gros plans. Les gros plans des visages caméra des gamins. est très très proche sur les enfants. Elle est super proche des gamins. Quand elle est dans la classe et qu'elle essaye de se frayer un chemin entre les autres gamines qui ont toute une chaise, et elle veut trouver une place où s'asseoir, et tu la colles, t'es très proche d'elle, et ça fait un effet qui est très puissant. Donc voilà, il y a ce côté, et excuse-moi, je te rends la parole derrière, Julien, mais moi c'est là où je trouve ce film absolument génial, c'est que tu peux avoir cette espèce de petit rejet au début du visionnage, à te dire je vais me taper un truc un peu froid et austère parce que c'est filmé sans moyens, parce que plein de raisons au départ, et en fait mais c'est tout l'inverse, et c'est un grand beau film, tu vois. C'est pas un film mignonné et dispensable parce qu'il a été fait sans moyens, quoi. C'est un grand film de ciné. Et moi je rajouterais l'écriture, c'est-à-dire c'est super bien foutu, t'as un montage qui te donne un rythme, parce que c'est très simple, ce que l'on voit c'est hyper simple, et pourtant t'es dans le rythme. Moi j'ai franchement flippé que la gamine elle y reste avec les gamins, j'ai cru qu'elle allait vraiment, je me suis dit c'est pas possible, elle va y rester, les autres sont complètement, et je trouve que la force en effet d'avoir des enfants, t'aurais la même histoire avec une jeune adulte de 20 ans qui veut aller à la fac, t'aurais pas la même puissance, quoi. Et là t'as ces gamins, t'es sur la reproduction de gestes et de croyances, t'es une mécréante, t'es machin et tout, et quand ils seront adultes ils vont faire exactement pareil, donc t'es une espèce de spirale où ça va jamais s'arrêter. Et puis à un moment cette phrase qui est dite, qui moi me hante encore, qui dit fais la morte si tu es libre, si tu veux fais la morte, disparaît, comme ça tu pourras rester libre. Enfin, et on a vraiment l'impression que toute la condition de ces femmes afghanes c'est ça. Et juste pour revenir, quand les statues ont explosé, on parle sur l'explosion du Bouddha qui a été fait exploser par les talibans. Donc ça, c'était en mars 2001.
Donc c'était juste avant septembre 2001 Les attentats. et les attentats. Et je me rappelle le choc que tout le monde et la prise de conscience, je pense, de l'opinion publique de se dire mais ils sont dingues. Qu'est-ce qu'ils font, Et voilà, et il y avait plein de choses, des signes avant-coureurs, mais l'attaque à quelque chose qui était purement historique. Et symbolique. Et voilà, et elle met son film, la première image c'est ça, la dernière image c'est ça. Et voilà, donc moi un film, et je partage, hein. J'ai commencé à voir le truc, je fais oh là là, d'un coup on se balance. Et puis au bout de 5 minutes t'es dedans et Ouais, voilà. il y a une quoi. implication C'est- émotionnelle. C'est assez incroyable. La scène des œufs dont tu as parlé avant d'écouter la musique, elle est longue. Elle dure parce que Tu veux vraiment mes œufs ouais, Si tu elle veux acheter essaye mes œufs. vraiment de vendre ses œufs pendant longtemps et putain quand les œufs ils s'écrasent par terre T'as la c'est un mort pour drame, elle, quoi, c'est ouais. un drame vraiment. Donc ouais, très belle réussite et un film assez unique en son genre. Moi j'ai l'impression de voir la guerre des boutons rencontrer le néo-réalisme italien, enfin les trucs de style le voleur de bicyclette, tout ce genre de choses. Et ouais, c'est une belle claque. Merci. Ah bah, ravi. Et bah écoutez, des claques, on n'a pas fini de s'en prendre. Il fallait bien que je fasse une petite transition. Et on va repartir sur une page de musique. Et c'est mon tour, c'est à moi de m'y coller. Je vais vous parler d'un album. Et c'est même pas vraiment une chronique que je vous propose ce soir, c'est un peu un casse-tête chinois. J'ai décidé de vous parler d'un album qui me hante depuis bientôt 3 ans et dont j'ai pas encore réussi vraiment à percer le mystère. Alors, vous autour de la table qui connaissez un peu mes goûts musicaux, vous savez que je suis assez hermétique aux sonorités synthétiques. Ouais, Tu c'était nous l'as assez étonnant. prouvé Encore avant, mais tout ce qui est new wave, cold wave, toutes les waves qui nous sont arrivées d'outre-Manche depuis les années 80. Moi, j'en suis totalement éloigné. Et mon inculture en la matière me ferait volontiers jeter New Order et Indochine dans le même panier, tu vois, dans la même eau de bain croupie. Donc voilà, en gros, la place qu'occupe ce rejeton bâtard qu'on appelle le rock électronique dans mon cœur. Et pour le coup, le mystère de ce soir, c'est cet album des Norvégiens de Ulver dont je vais vous parler, sorti en 2017, qui porte le doux nom de The Assassination of Julius Caesar. Et après 3 ans d'écoute fréquente, voire même un peu frénétique par période, je sais toujours pas pourquoi j'aime cet album, mais je l'aime. Voilà, j'avoue tout. Donc j'imagine que les Gus de Ulver, ou plutôt le Gus de Ulver, parce que bien que le groupe ait vu défiler une petite quinzaine de musiciens depuis ses débuts en 93, c'est bel et bien l'œuvre d'un homme, Christopher Rigg, le chanteur. J'imagine que ça ne le dérangerait certainement pas tellement d'apprendre qu'il représente une telle énigme pour moi, parce que le groupe en lui-même est une énigme. 27 ans de carrière, 13 albums au compteur. Et Ulver ne s'est jamais arrêté plus d'1 an sous une même bannière musicale. Je vais vous le faire rapidement, mais en gros, on est sur un vrai labyrinthe stylistique. Tout a commencé par du black metal scandinave, somme toute assez classique pour un groupe norvégien qui émerge au début des années 90. Et puis on teinte le tout de rock gothique, d'un peu de jazz, on glisse rapidement vers la folk. Et puis 2 ans plus tard, on rencontre quelques machines qui vont nous mettre un pied dans le rock industriel, puis l'électro, et puis pourquoi pas un album de trip-hop au passage, parce qu'on est au début des années 2000, on a encore le droit. Et puis après ça, c'est la débâcle au niveau des étiquettes, ambiante, néoclassique, drone, psychédélique, dark ambiante même. Dans les années 2000, les qualificatifs sont de plus en plus durs à trouver pour la musique de Ulver. Un petit retour au rock pas piqué des verres en 2015, et nous voici en 2017 avec cet album finalement très simple, très clair dans son approche, un album de synthwave qui reprend en substance nombre des sons électroniques qui ont fait le succès de Depeche Mode ou de Tears for Fears 30 ans plus tôt. Dans la case mystère, j'en avais une petite encore, on notera que le groupe a existé et produit des albums sans discontinuer pendant 16 ans avant de donner son tout premier concert. Donc de 93 à 2009, ils ont rencontré le succès, enregistré des albums studio, 7 ou 8 albums studio, ils n'ont pas donné un seul concert. Donc voilà, qui fait ça ?
Ulver. Norvégien. Quel esprit malade Norvégien. produit des Jesus. albums studio pendant 16 ans, qui rencontre un succès important et qui ne songe pas à se produire une seule fois sur scène. Voilà. Moi, je trouve l'explication peut-être dans l'identité même d'Ulver et dans son rapport de Christopher Rigg et dans son rapport un peu amour-rejet à la religion. Comme beaucoup de Scandinaves des années 90, il rejette totalement le dogme chrétien, mais d'un autre côté, il est passionné par le spirituel et l'ascétisme des moines. Donc je pense, moi personnellement, mais ça n'engage que moi, qu'il a transformé son studio en monastère et qu'il a produit de la musique à la cadence des récitations de prière. Et voilà, ça c'était pour recadrer un petit peu le personnage. En gros, c'est 16 années un peu d'ascétisme, et là petit à petit quand même, ils se produisent un peu de plus en plus et toujours dans l'expérimental. Mais alors cet album de Synthwave, déjà, est-ce que c'est si surprenant qu'il ait produit cet album ? Pas tellement, vu déjà la capacité à se métamorphoser, et pas tellement non plus quand on sait que depuis le tout début dans le black metal, donc Christopher Rigg citait déjà les pionniers anglais de la musique électronique avant-gardiste de Coil comme sa ref ultime. Donc le vrai mystère, c'est pourquoi cette synthwave, qu'est-ce qu'elle a de plus que toutes les autres synthwaves bon marché qui me laissent habituellement froid comme un pantalon en latex ? Eh bien cette synthwave là, mes amis, c'est une pièce d'orfèvrerie à la production subtile. Ces morceaux se développent et mutent en quelques mesures à l'image de la carrière du groupe. Dans un même morceau, vous allez avoir vraiment des structures très différentes et des sonorités, des énergies très différentes. Et là où la Cold Wave me repousse par son aspect un peu monolithique, par sa trop grande régularité, par le manque d'aspérité de ses fréquences trop pures, l'album de Ulver, lui, pousse à interroger la pureté de ses sons. Il ajoute du grain dans le paysage numérique pour qu'on devine dans les flous plutôt que de nous saturer d'informations. Et par-dessus tout, ce qu'il y a de plus admirable dans The Assassination of Julius Caesar, c'est que bien que reprenant les sons et les codes d'un genre qui appartient au passé, ce n'est pas un album de revival, il ne tire aucune corde de nostalgie pour racoler du côté des fétichistes des 80s. Il existe, je pense, hors du temps, sans auteur et sans destinataire, comme un concept. En témoignent les thèmes de ses chansons, tous plus anachroniques, la mort de Lady Di, le Helter Skelter de Charles Manson ou encore les guerres de la Rome antique. Voilà, donc pour moi, c'est la ref en matière de synthwave et de revival synthwave, puis si on peut parler de ça, qui n'a jamais été aussi onirique et macabre à la fois. On va s'écouter un petit morceau avant parce que Denis pétille un petit peu, il a envie de dire du mal, là je sens, mais je vais le faire un petit peu attendre. Et on va écouter là le morceau Transverberation, j'arrive à le dire.
Transverberation de Ulver sur l'album The Assassination of Julius Caesar. Il est temps de passer le micro à mes acolytes. Je vais peut-être demander à Elise Fischer en premier. Ouais. Galanterie oblige. Bah écoute, Non, moi j'aime bien. Parité oblige. J'ai rien contre la synthwave, cold wave et tout ce qui est wave, Je sais que t'es un peu plus dark. cliente que Voilà, les mecs qui se maquillent, tout ça j'aime bien. Donc forcément. Mais voilà. On a tous un passé, ok. Donc franchement, moi forcément j'ai accroché. Hein, c'est un peu ma cam. Je trouve qu'on sent beaucoup l'influence de Depeche Mode pour le coup, dans le son. Et pour autant, je suis pas une très grande connaisseuse de Depeche Mode. Et là, j'ai vu, tiens, quand même. Mais bon, après, par ça, moi, j'ai trouvé ça plutôt vraiment cool à écouter et à réécouter aussi. Donc, Mais tu vois, j'aime pas Depeche Mode. Mais c'est ça qui est fou, je comprends pas. Parce que pour moi, ça me fait penser vraiment à Depeche Mode. Mais ce groupe est un mystère. Après, la découverte aussi vient de certains zines ou de certaines références du métal, et Ulver fait partie en fait de ces groupes qui ne sont pas du métal ou ne sont plus du métal depuis très longtemps, mais c'est un peu comme Chelsea Wolf, tu vois, où c'est des hybrides un peu qui gardent quand même une esthétique relativement négative, on va dire pessimiste ou un peu sombre, mais sans être du genre métal du tout, mais que les fans de métal suivent de manière assidue, quoi. Ulver, c'est une ref dans le métal, alors que voilà, c'est assez mignon comme musique, et ils ont produit des choses très diverses. Donc voilà, ça m'est arrivé peut-être par un autre conduit que la synthwave habituelle. T'as eu une inception. Un autre conduit auditif. Excuse-moi. Non, mais par un autre média, quoi, par un autre canal. Voilà, bref, Denis, allez, crash, vas-y, crash ton venin. Viens, dis ce que t'as à dire. Tout de suite, après, on va dire que voilà. Bon, déjà, premier truc en disant j'ai pas attrapé le bon album, c'est quoi ce machin et tout. Voilà. Parce que t'es habitué à ce que je propose habituellement. Voilà, c'est ça. Je dis toi aussi, c'est bien ça. Bon, neutralité, quoi. On essaye d'écouter tout. Premier morceau passe, deuxième morceau. Donc je connais pas le groupe, je sais pas quel âge ils ont, je sais rien et tout. Deuxième morceau, Rolling Stone, ça se termine avec un bruit. Tu dis ouais, petit jeune, c'est bon, t'as une guitare, tu veux faire du boucan, tu sais faire. Enfin voilà. Donc c'est pas petit jeune, ça. déjà. Mais oui, j'ai ça, mais je connais pas le groupe. Arrive le monument So Falls the World. Alors imaginez, les gens ne connaissent pas, vous avez une espèce de balade à la Metallica qui commence un peu comme ça. C'est un peu comme ça et tout, voilà. Et vous allez finir sur un beat qui vous rappelle les heures sombres de l'Eurodance. Voilà. Et là, vous vous dites, c'est pas possible. Et bah si, c'est possible. Et il a trouvé comment faire passer le truc au milieu. C'est une espèce de montée à la Fatboy Slim, comme ça pour balancer le truc. C'est ce que je disais, les mutations des morceaux sont surprenantes. J'ai explosé de rire. Mais vraiment, j'ai rigolé et ça m'a fait la semaine. Ce morceau, je le mettais. Mais moi, je l'adore, ce Fall the World. Mais bien sûr. Donc voilà, donc moi, dans un premier temps, je me suis dit, mais comment dire à quelqu'un ce qu'il faut pas faire dans un album, quoi. Au bout d'un moment, il y a des choses, c'est pas possible. Et voilà, et bah voilà, bon, bah écoute. Alors après. Deuxième moment après j'ai été voir le groupe, j'ai été écouter d'autres trucs parce que tellement ça me semblait incongru ce que j'étais en train d'écouter. J'ai été voir les photos, je vois un gros tatoué qui me fait ça, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. C'est pas possible. J'ai été écouter les trucs qu'il faisait au début qui sont comme dingues, extrêmes et tout, et puis comment il est arrivé là. Donc voilà, donc en effet, si ça avait été que de la synthwave ou des trucs comme ça, je dis pas, mais il revient des fois sur des trucs un peu balade machin, et je trouve que ça le fait pas, quoi. Et voilà, donc c'est ce que je préfère aussi. Ouais, justement, voilà. Donc après, tu l'as bien expliqué parce que je me demandais vraiment si ça allait bien. C'était pas un appel au secours de ta part, tu vois, qu'on te manquait, qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait qu'on s'intéresse à toi. Mais vraiment, j'ai eu peur. Mais je suis dans la surprise, moi, tu me connais. J'ai compris. Je suis jamais là où on m'attend. Donc en effet, mais c'est pas des bêtises. Hein. Vraiment, ça m'a fait rigoler. Et tout en reconnaissant que quand même, il sait jouer, quand même, il sait faire des trucs. Mais voilà, donc voilà, pour moi il y a un quand même dans ces morceaux, même si les sonorités. Si tu veux, non, j'y arrive pas à rentrer dedans. Je trouve ça un peu trop écouté, grossier, éculé. Je sais pas quoi dire, mais en tout cas, tu vois, il y a quelques années, on avait chroniqué Trent Muller, qui était reparti là-dessus. Ouais. Et pour moi, lui, il avait réussi à prendre un peu tout ce qui s'était fait et il avait été au-delà. Il avait apporté autre chose. Et là, je trouve qu'il n'y arrive pas. Il reste un peu englué dans les références. Mais justement, c'est ce que j'essayais de dire. Moi, j'entends pas de référence.
Peut-être parce que je suis pas connais expert. Parce que J'entends juste une musique qui me plaît et qui existe par elle-même, quoi. J'ai pas besoin de me dire est-ce que ça sonne comme ceci, comme cela. Et puis en plus, les morceaux sont quand même relativement variés sur l'album. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher une rêve par morceau. C'est un objet global qui est quand même, je sais pas, qui est intense. Moi, je le trouve. Du coup, ça donne pas envie d'aller écouter d'autres groupes de synthwave et de cold wave ou de... Laisse-moi le temps. J'y viendrai peut-être. Mature un peu. Pour revenir, à un moment, j'ai fait un parallèle sur des discussions qu'on peut avoir du ciné et tu me disais que t'aimais les réalisateurs qui osaient. Tu vois, c'est-à-dire à partir du moment où on prend des risques et qu'on ose, et ben toi ça marche pas, mais en tout cas ça te touche. Et voilà. Et du coup je me suis remis là-dedans en disant bah oui c'est vrai que là ils osent quoi quand même, il faut y aller. Et c'est peut-être ça aussi qui te touche, c'est-à-dire que voilà il y a ce truc qui moi ne me touche pas, mais en tout cas toi te touche. J'apprécie ta neutralité. Julien. Un petit mot. Un petit mot, mais n'oublie pas que c'est la même personne qui, il y a un mois, détruisait Baroness. Hein. Oui, je sais, mais je ne. Donc choisis ton camp, mec. Je ne l'ai pas oublié, ne t'en fais pas. Non, après, moi, moi, ça m'a plu. Moi, bizarrement, tu vois, la chanson qui t'a pas trop plu, toi, de Great Cold Distance, c'est celle qui m'a le plus plu de l'album. C'est qu'elle m'a fait rire. Elle m'a fait rire. Je comprends dans l'idée de la complexité, enfin, là, que t'as. Ou plutôt, non, je trouve que tu l'as bien décrit dans le sens où c'est comment tu fais la jonction de ça en fait. C'est vrai que, mais moi c'est celle qui m'a le plus, hein, tu vois, j'ai bien mis, tu vois, j'ai particulièrement bien aimé Soft of the World. Je confirme, c'est marqué. Vois mais après, moi j'ai plus vu soit des accents pop ou des références. Moi je le vois comme des références décomplexées, tu vois, hein, sur aussi bien Tok Tok, AA ou même Dépêche Mode, hein, ça je crois qu'on l'a tous entendu. D'ailleurs ma femme m'a demandé mais c'est pas Dépêche Mode ce que t'écoutes que d'habitude c'est un peu compliqué de lui faire écouter ce qu'on écoute pour le podcast, et elle me dit c'est super sympa ton truc. Et voilà Carolina, donc, c'est pour toi. Voilà, tu plais à Madame Jabba, tu vois, voilà. Donc non, moi c'est un truc que t'as dit et je savais pas qu'ils étaient scandinaves. Ça m'a rappelé à un moment, enfin sur certains je sais plus lesquelles pistes c'est, mais ça m'a rappelé du Catatonia. Ouais. Je suis pas expert, mais je vois un peu la ref. Et dans l'idée, et voilà, c'était The Great, c'était le Great Cold Distance, tu pourras écouter, du coup, et je me suis réécouté après, et c'est vrai que c'est pareil, ça m'a plu, voilà, pour te le dire. Mais petit truc qui passe, tu vois, je comprends pourquoi tu n'arrives pas à te décider dessus, parce que moi, je l'ai pas mal écouté. Je pense que je vais continuer à le réécouter. Pour moi, c'est une super découverte. Franchement. Moi, il y a 3 ans, c'était des sons. J'étais vraiment, je pouvais pas écouter ça. Et j'écoute l'album. Oui, mais t'y retournes. C'est ça le truc. Je vais peut-être réécouter une fois pour voir un peu parce que ça m'a parlé et tout. Et puis au final, je le réécoute régulièrement. Quoi. Mais je te comprends. Mystère. Aidez-moi si vous savez, si vous avez la réponse. Bref, moi. Tu sais, par contre, tu sais pourquoi le titre, non? Tout l'album est plein de références historiques. Alors ils ont choisi l'assassinat de Jules César plus qu'une autre ref historique dans l'album. Et il y a des paroles assez mystérieuses, mais toujours pleines de sous-texte. Je crois qu'il aime bien l'histoire. Voilà. D'accord, ok. Dernier passage, dernière chronique de cette émission, parce qu'on va se quitter en cinéma cette fois-ci. Et on va parler d'un film chinois avec Julien Jabba. Je te laisse nous faire l'article. Je te remercie. Du coup, comme à l'accoutumée, quelques mots sur notre réal du jour. Donc, en fait, il faut savoir que Chang Yimou s'appelle pas en fait Chang Yimou, mais il s'appelle Yimou Chang. Ah, voilà. C'est juste parce qu'ils mettent les prénoms après les noms. C'est ça dans l'idée, mais voilà, c'est vu qu'on l'appelle toujours Chang Yimou, mais en fait c'est Yimou Chang. Mais bon, on va faire comme pour commodité, on va continuer à l'appeler Chang Yimou. Donc notre bon Yimou, il est né en 51 à Xi'an, dans la province du Shanxi. Son père et son oncle ont combattu dans l'armée nationaliste de Chiang Kai-shek. Donc du coup, pas très bon pour eux parce qu'ils ont dû fuir vers Taïwan après la défaite contre les communistes. Donc Yimou, il grandira en exil et puis après, du coup, pendant la révolution culturelle. Il devra interrompre ses études pour travailler dans une ferme pendant 3 ans, puis 7 ans dans un atelier de tissage. Le tout en continuant une activité au niveau de la peinture et de la photographie.
Lorsque l'université de cinéma de Pékin rouvre ses portes en 78, il a alors 27 ans et il tente d'intégrer la filière réalisation. Le bureau du ministère culturel lui explique alors qu'il est trop vieux pour intégrer cette section et lui refuse l'accès. Mais du coup, Zhang Yimou n'entend pas vraiment de cette oreille et après, il va du coup solliciter les différents membres du bureau à leur domicile respectif, dans les faits. Bon, aujourd'hui, on appellerait ça simplement du stalkage. Du coup, ils finissent par changer d'idée et lui accordent l'admission, mais dans la section prise de vue. Donc, 4 ans plus tard, il en sort diplômé en même temps que Chen Cage et Tian Chuang. Oui, bien sûr. Donc, 3 hommes qui deviendront des têtes de file. Alors, j'avoue, Tian Chuang, je connais moins sa filmographie. Mais 3 hommes qui deviendront les têtes de file de la 5e génération du cinéma chinois. Donc, en fait, 3 lignes dessus. En fait, c'est un mouvement qui est représentatif du cinéma chinois, des Chinois qui ont fait leurs armes cinématographiques après la révolution culturelle, qui ont été influencés par la nouvelle vague et qui essaieront de glaner par leur art un petit peu plus de liberté créatrice et surtout ils essaieront de traiter l'image maoïste de manière un peu critique. Donc en 87, c'est son premier film, premier long métrage, Le Sorgho Rouge, qui remportera l'Ours d'Or à la Berlinale. Il y fera tourner la femme qui deviendra sa femme, qui est Gong Li. Gong Li qui sera la muse de ses 7 premiers films, avec, pour en citer quelques-uns, Épouse et concubine en 91 et Kyuju, une femme chinoise de 92, qui recevront tous deux le Lion d'Or à la Mostra de Venise. En Vivre en 94 et Shanghai Triangle en 95 qui recevront un prix à Cannes. Le premier recevra le prix du jury et le second le prix, alors j'avoue je connaissais moins ce prix, mais c'est le prix CST de l'artiste technicien, donc après c'est juste pour la participation d'un artiste à ce film. Donc ces films en fait, la première vague de ces films, c'est des films qui s'intéressent à une esthétique exotique, à rechercher, à éblouir les spectateurs, autant par de beaux décors, des décors splendides et des costumes travaillés, un travail minutieux sur le cadrage et aussi une exposition lente des personnages posée par le rythme du récit. Donc voilà, il y a des thèmes différents qui seront abordés dans ces premiers films. Et suite au succès planétaire de Tigre et Dragon de son compatriote Ang Lee en 2000, lui décidera de remettre au goût du jour en 2002 les fresques de KPDP chinoises, qui sont le Wuqianpiang, littéralement traduit par sabre chinois, avec le film Hero, ou Héros, avec un casque de fou pour l'époque, avec Jet Li, Maggie Cheung, Tony Leung et Donnie Yen. Donc voilà. Que des pointures chinoises et hongkongaises. Le film sera lui aussi un succès à l'international et par contre du coup certains lui reprocheront de défendre une idéologie qui justifierait un petit peu plus le totalitarisme du régime. Donc incursion dans les films à grand succès et ce qui lui laissera du coup, ce qui lui verra la chance en fait de se voir confier la réalisation de la cérémonie des JO de 2008 de Pékin. C'est une chance pour lui, mais du coup, ça lui confirmera aussi son attrait pour les grosses productions. Et là, vraiment, il sera vraiment descendu à la suite par la clinique, dans le sens où, à partir de ce moment-là, il est vu comme un réalisateur à la solde du parti, en fait. Mais du coup, là, on est loin de 92 et du film dont on va parler ce soir, Kyuju, une femme chinoise. Alors, qui est Kyuju ? En fait, c'est la femme de Wan. Et ce cher Wan s'est permis une blague un peu douteuse sur la descendance du chef du village. Il s'est alors vu gratifié d'un bon vieux coup de latte des familles dans ce qui pourrait lui servir à agrandir la sienne. Et donc, l'agrandir, pourquoi ? Parce que Kyuju, elle, la femme, est déjà enceinte jusqu'au cou. Et elle, dans cette histoire, elle n'a pas envie d'une réparation pécuniaire pour l'humiliation subie auprès de son mari. Elle souhaite uniquement une réparation symbolique du chef du village. Elle veut des excuses. Aussi simple que ça. Et du coup, le chef, lui, s'entête à ne pas vouloir s'excuser, parce que c'est vrai qu'en Chine, il y a cette logique de fierté, un peu. Il y a cette logique de pas perdre la face, en fait. C'est-à-dire que même s'il sait qu'il a tort, il veut pas perdre la face. C'est une question comme ça. Ou de la fierté aussi, effectivement. Et donc, Kyuju, elle va entreprendre une épopée à travers les diverses strates du système judiciaire chinois. Donc, elle va passer du village avec l'officier Li au district, du district à la ville, puis de la ville à Pékin.
Donc son obstination qui la pousse à chercher la justice par les voies légales va aussi progressivement l'isoler de la structure du village d'où elle vient en fait. Donc Chang Yimou nous livre ici une fresque sociale et une comédie dramatique qui alterne entre deux mondes. Le premier, c'est la réalité paysanne qui, même encore dans les années 90, a encore un rôle politique de propagande dans le cinéma. Et Chang Yimou, lui, il replace... à la base, c'était un livre, et il a replacé l'œuvre, du coup, dans sa campagne natale, donc dans son Sangchi natal, et... C'est vrai qu'on a sur cette campagne, on a des couleurs un petit peu sur la terre sans vraiment trop de couleurs vives, mais du coup, il ramène un petit peu de couleurs via les piments justement que Kyuju et son mari cultivent. Et c'est opposé aussi à de l'autre côté la ville qui est très impersonnelle, qui est siège du capitalisme d'État, la Deng Xiaoping, où tous les camarades sont aussi gris que leur ville, ou peut-être aussi gris que le chat de Deng Xiaoping qui est ni noir ni blanc. Donc voilà, donc là il y a une vision qui est assez opposée sur les deux. Après le film est porté par 4 acteurs, donc donc il y a Kyuju, Wan, sa belle-sœur et le chef du village. Et le reste c'est que des acteurs qui sont non professionnels, hein. Donc c'est une belle performance à ce niveau-là. Et du coup, c'était aussi une volonté de Chang Yimou, donc afin de donner une demi-teinte un petit peu documentaire. Les prises de vue dans les grandes villes sont réalisées en caméra cachée, donc en caméra, caméra discrète. Cachée, discrète comme on dit aujourd'hui, une caméra discrète. À l'époque, ça devait juste être une caméra cachée, et ça accentue un petit peu le côté réaliste du film. Et c'est marrant parce que tu parlais du néo-réalisme italien tout à l'heure, et en fait là, on a aussi les caractéristiques d'un film néo-réaliste. En tout cas, le cinéma réalité, comme ça, filmé à la manière documentaire, très peu d'effets de caméra. Ouais, c'est ça, ouais. Puis là, du coup, t'as un message brut qui ressort, quoi. Donc là, on est dedans, quoi. Et donc, après, on a... en fait, on comprend aussi derrière que Kyuju, elle est animée par un sentiment de justice et non de vengeance. Et en fait, on veut la voir aboutir parce qu'elle est courageuse, on sent qu'elle est dans son droit, qu'elle est aussi brute que les piments qu'elle cultive, qu'elle est aussi la voix du peuple. D'ailleurs, elle est habillée en rouge pendant tout le film. Et on espère qu'elle va finir par obtenir ses excuses. Après, du coup, voilà, je vais pas vous spoiler la fin. Elle est librement ouverte, et du coup, on verra bien les conclusions que ça va donner par rapport à sa quête de justice. On s'écoute le générique de fin. Oui, c'est ça. C'est la musique qui revient à peu près dans le film. C'est le moment où on peut l'appeler le thème de Kyuju, hein, parce que du coup, ça l'accompagne pendant ses voyages. Appelons-le le thème de Kyuju. On s'écoute ça tout de suite. On est parti. Vous êtes toujours dans Plus étrange que le paradis, épisode 56, et on discute du film Kyuju, une femme chinoise de Zhang Yimou, sorti en 1992. Je vais passer la parole à Denis pour nous en dire un petit mot. Donc, j'ai bien aimé. Voici le film, bien évidemment. Non, mais déjà, première chose, c'est de voir l'évolution de la société chinoise quand on regarde les films actuels. Et voilà, donc je voulais faire référence. En effet, il y a Le Lac des Oies Sauvages qui est sorti. Un autre film, donc, j'arrive pas à me lire. C'est en gros Les Pentes du Mont Fujun, que j'ai trouvé absolument
incroyable, vraiment. Bon, il est plus au ciné, mais un truc incroyable. Voilà, donc déjà première chose, c'est l'évolution de cette société chinoise qui est dingue. Gong Li, que j'avais vu dans plusieurs films, il est toujours rayonnante et là elle incarne à perfection la paysanne rouge aux obstinés et tout. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose. Et il y a ce côté un peu marrant de l'avoir toujours partir sur cette espèce de motocyclette et tout, de faire les trajets. Voilà, c'est bien foutu. Quand elle met cette espèce de veste de costume quand elle va à la ville, c'est un peu touchant, c'est un peu ridicule et touchant en même temps, mais ouais, il y a un truc comique presque. Alors, d'ailleurs, elle s'est préparée pendant 2 mois pour le rôle. Du coup, elle allait vivre avec les locaux là dans le à la campagne. À la campagne, et parce qu'elle se sentait pas du tout sur le rôle à la base. Et personne la voyait dedans non plus d'ailleurs. Et du coup, elle s'est vraiment prêtée au jeu. Et du coup, ça lui a valu le prix de la meilleure actrice en même temps que le film, quoi. C'est vrai qu'elle est méconnaissable. Quoi. C'est clair. Après, moi j'aime beaucoup les cadres qui sont posés, c'est-à-dire il y a un travail sur une simplicité, mais toujours le truc qui est bien foutu. Enfin, c'est vraiment bien amené, donc une belle surprise. Film que je connaissais parce qu'on en a beaucoup parlé, mais aussi bien j'avais vu Épouser concubine et tout, mais celui-là je l'avais pas vu. C'est lui qui a fait Les Poignards volants aussi. Il a fait dans sa lignée aussi. Après, il a fait ça. C'est pas je me souviens pas. C'est La Légende des Poignards volants. Oui, c'est Les Poignards volants. Ouais, c'est ça. C'était après Iran. En fait. Pareil, là il y a des plans mais qui sont déments, quoi. Enfin, vraiment, voilà. Donc oui, vraiment très agréable. Et puis c'est intéressant de suivre l'évolution de la société chinoise, nous qui n'y avons jamais été, à travers le cinéma et de voir, mon Dieu, en 30 ans, mais c'est dingue, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ces premiers films, c'est vraiment, enfin, ils sont considérés comme des critiques du régime, parce que là il aborde, tu vois, différentes choses, même pareil dans Épouser concubine, où c'est vraiment, entre guillemets, c'est la prison dorée, tu vois, ou Le Sorgho rouge. Enfin, c'est un film qui est plein de sensualité. Enfin, si vous l'avez pas vu, je me demande même d'ailleurs, tu vois, c'est comme on se demandait, tu vois, même pour le Lac des eaux sauvages, comment est-ce que, enfin, un film comme ça sort en Chine, tu vois, même en fonction de l'époque, quoi. Et Moi, il y a un truc, effectivement, il y a tout ce que ça dit de la société chinoise, mais il y a un truc, généralement, le cinéma chinois est connu pour être vraiment symbolique, avec beaucoup de sous-titres, de choses un peu cachées, voilà. Et même dans le cinéma de Zhang Yimou, ça peut être le cas. Et ce film-là, je l'ai trouvé d'un naturel, mais je trouve ça très positif en fait. Je le trouve d'une simplicité et d'une forme un peu d'universalisme, parce que cette espèce de sentiment d'injustice qu'elle a, le personnage principal de Kyuju, c'est quelque chose qu'on peut très vite ressentir et on est embarqué avec elle, et du coup c'est extrêmement fluide en fait, et on comprend effectivement un peu les rouages légaux de la Chine, mais moi c'est pas ce qui m'a intéressé, c'est surtout ce rapport, voilà, paysannerie urbain, et le fait que aussi on sent qu'elle est très peu éduquée, très peu lettrée, elle est illettrée, et elle veut la justice sans comprendre comment la justice de son pays fonctionne, et en étant totalement naïve sur ce qui est un procès, un avocat contre qui on doit attaquer, mais elle veut attaquer une institution, mais en même temps elle aime bien le mec, le directeur de l'institution en question, donc elle veut pas, elle trouve que c'est un homme bon, elle veut pas s'attaquer à lui. Enfin, il y a vraiment quelque chose de extrêmement candide et du coup universel dans le propos du film, et je trouve que c'est ça qui moi m'a tenu en tout cas en haleine pendant le visionnage. Il y a une phrase qu'a dit d'ailleurs qui est assez marrante, parce que il y a quelques passages marrants comme si dans le film, et d'ailleurs ça part d'un truc super humiliant et super, enfin tu vois, de base, mais ce qui est marrant, je trouve, non, il y a un ressort comique dès le départ du film, le coup de pied dans les couilles, voilà, c'est ça, ça se base là-dessus, se base là-dessus, c'est ce que je voulais dire. Mais il y a une phrase qui est assez marrante et touchante aussi, c'est quand elle sort du bureau de l'avocat. C'est dit, mais pourquoi on n'est pas venu ici tout de suite, parce que l'avocat il dit, mais non, mais vous inquiétez pas, votre truc c'est, on se dit, mais pourquoi est-ce que je me suis fait suer à faire tous les autres trucs avant, quoi. Tu dis, elle ne savait pas. Ouais, c'est ça. Savait pas. Et puis comme disait Elise tout à l'heure, c'est très girl power comme film. Du coup, tu vois aussi un petit peu à quel point
elle fait les choses à sa manière sans consulter son mari. Le mari, lui, Son mari s'en fout totalement. Il a son honneur, il s'est un petit peu assis dessus. Il a fait consensus mou aussi avec le village. Pour lui, l'affaire est réglée depuis des mois et sa femme, elle est encore en train de taper à toutes les portes pour sauver l'honneur de son mari, quitte à perdre de l'argent, quitte à perdre de la bouffe. Elle est enceinte jusqu'aux yeux. Il y a vraiment un truc qui est dramatique. En charrette avec son bébé, enceinte, je veux dire. Oui, puis tu parlais de fin ouverte, j'ai pas trop compris. Moi, j'ai trouvé que la chute, au contraire du film, on va pas la spoiler, mais a un côté très fable aussi sur une espèce de retournement de situation qui moi m'a plu aussi dans le côté voilà, c'est une petite histoire qui se tient en elle-même et qui fonctionne très bien. Élise, t'as pas encore donné ton avis, toi. Après, je pense que je vais un peu recouper ce que vous avez dit. Moi, j'ai trouvé que j'ai vraiment beaucoup aimé suivre ce personnage dans ses pérégrinations, jusqu'où elle pouvait aller. Justement, on va voir ces différentes strates que je ne connaissais pas non plus, donc j'étais aussi ignorante qu'elle. Et de voir jusqu'où l'obstination va la mener au final. Et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Effectivement, cette chute aussi où on s'y attend pas vraiment en fait du tout. Et là, tu fais ok, bon ça fait un peu chier pour elle. C'est ça. Et elle aussi, je pense qu'elle réalise plein de choses et voilà. Et du coup, c'est assez un peu doux amer sur la fin et j'ai trouvé ça plutôt chouette et très bien joué aussi. Et je pense que je vous rejoins tous là-dessus, quoi. On est tous d'accord pour dire que un petit consensus moi aussi. Mais non, un consensus mais fort. Un consensus fort autour de Kyuju, une femme chinoise de Zhang Yimou, qu'on vous invite donc à découvrir si vous ne le connaissez pas encore et puis à nous dire ce que vous en pensez de votre côté. C'est déjà la fin du 56e épisode de Plus étrange que le paradis. Merci à tous les trois d'avoir participé. On se retrouve dans pas très longtemps, dans 2-3 semaines à peu près. Et alors, Axel le dissident me fait qui est derrière ses potards, me fait un petit signe pour dire mon défi. Parce qu'il y a quelques mois, il avait fait un défi dissident où il vous avait demandé sur internet de choisir pour lui le film à chroniquer. Et ça avait bien marché, ça nous avait fait rigoler un petit peu. Donc on va remettre le couvert, on relance un défi dissident sur les réseaux sociaux très bientôt. Vous allez pouvoir choisir le film que Axel proposera dans la prochaine émission, dans le podcast numéro 57. Voilà, d'ici là, écoutez, bon film et bonnes écoutes et on se dit à très bientôt. Ciao, les gars. Bientôt. Ciao. Retrouvez une nouvelle émission tous les 15 jours sur mixcloud.com/plus étrange que le paradis.